Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. L'actualité, c'est l'annonce de la candidature de Vladimir Poutine à un 5e mandat de président de la Fédération de Russie par Vladimir Poutine lui-même lors d'une confidence off mais complètement mise en scène. À une autre époque, j'ai eu d'autres pensées concernant cette question. Mais je comprends qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix possible. Je vais donc me présenter au poste de président de la Russie. Question s'impose, où sont les opposants pour la présidentielle de mars 2024? Et puis quelles conséquences aurait sa victoire en mars prochain, donc sur le plan intérieur, pour l'Ukraine et pour l'Occident contre lequel il coalise le Sud global, comme on dit. On en débattra ce soir avant de retrouver Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Bonsoir Elisabeth. On fait dodo? Oui, c'est un peu ça. L'Union internationale pour la conservation de la nature a profité de la COP28 à Dubaï pour présenter la nouvelle liste rouge des animaux menacés ou en voie d'extinction. Je vous le dis tout de suite, c'est dramatique et c'est l'occasion d'évoquer celui qui est le symbole des animaux disparus, le dodo. Le fameux dodo. Et vous, Marie, de quoi parlez-vous ce soir? Les humains adorent, les oiseaux un peu moins. Chronique sur les illuminations de Noël ce soir. Et évidemment, ce sont des Américains qui détiennent le record du monde des guirlandes. Et bien sûr. Et pour commencer, un tandem incarnant une forme de génie créatif. Le plus grand documentariste contemporain, Frédéric Wiseman, 93 ans, 46 films depuis Titicut Follies en 67. Et le chef Michel Troisgros du restaurant Troisgros, une institution, 3 étoiles Michelin depuis 55 ans. Une table, donc un collectif, au cœur du documentaire Menu Plaisir qui sort le 20 décembre. Rejoignez-nous à cette table de fête. Bonsoir Frédéric Wiseman. Bonsoir. Dit Fred, on vous appelle Fred. Oui, oui. Et vous parlez parfaitement français, vous êtes Pas à Paris, bien, parfaitement. Je parle français. Bonsoir Avec Michel mauvais Troisgros. Bonsoir. Chef, on dit chef, bonsoir chef? Non, Michel. Non, vous n'aimez pas ce mot. Hein. Pourtant, vous l'êtes, vous le fûtes, Oui. mais vous préférez qu'on dise bonsoir monsieur le cuisinier. Bonsoir Michel. Bah voilà, bonsoir Michel. Alors Michel, je vous présente Anna et Benjamin. Allons-y gaiement. Juste avant qu'on découvre votre portrait à tous les deux, Michel Troisgros et Fred Wiseman, il y a une date qui vous rassemble, vous étiez prédestinés pour cette rencontre. 1930, création du restaurant, de l'achat de l'hôtel-restaurant des Platanes à Roanne en 30, et vous, votre date de naissance. Oui. Donc vous étiez fait pour vous C'est rencontrer. les étoiles. C'est ça, voilà. Alors, le portrait de ces deux grands hommes, et ensuite on parle de ce film Menu Plaisir. Les cuisines, le droit, un fantasme, c'est la règle de 3 de Frédéric Wiseman et Michel Troisgros. J'ai quasiment grandi dans les cuisines, ma chambre était au-dessus, j'entendais le bruit des casseroles. En 1958, Michel Troisgros naît à Roanne, ville du restaurant Les Frères Troisgros. L'établissement a été fondé en 1930, Pierre et Jean le dirigent depuis 1957, Michel est le neveu de Jean et le fils de Pierre. Pour moi, la cuisine, c'est ma mère, c'est ma jeunesse, c'est des odeurs, c'est une ambiance. Diplômé de l'école hôtelière, formé par de grands chefs, Michel rejoint son père en cuisine après le décès de Jean en 1983. Non seulement la peau apporte un goût d'iode intéressant, mais en plus, la peau va devenir très croustillante à la cuisson. En 1996, avec sa femme Marie-Pierre, il succède à son père. En 2017, il installe la maison historique à une dizaine de kilomètres de Roanne. Ses fils, César et Léo, épousent le même métier. Vous voyez, la cuisine, ça commence par ça, par l'expérience du goût. On a goûté ça, on ne peut pas l'oublier. Frédéric Wiseman naît à Boston en 1930 et devient professeur de droit à la fin des années 50. En 1967, il tourne son premier documentaire là où il emmenait ses étudiants en visite au sein de la prison-asile de Bridgewater dans le Massachusetts. J'avais envie de montrer les violences, les rapports de force et la brutalité. Le film sera interdit de diffusion pendant 24 ans. Depuis, Frédéric Wiseman a réalisé plus de 40 documentaires sans interview, sans musique, sans commentaire. Je ne veux pas et je ne peux pas offrir les explications des événements. Je n'offre pas aucune explication définitive, même partielle, de les choses que je vois. Ces films sont considérés comme des chefs-d'œuvre, à l'instar de Welfare, tourné dans un centre d'aide sociale à New York en 1975. My check will be there in 10 days. It's been 14 days. I will meet the mailman every morning. No check come. I can't pay no rent. Réaliser un film sur un 3 étoiles constituait l'un de ses fantasmes. Frédéric Wiseman plonge aujourd'hui dans les coulisses de la maison Troisgros. La feuille d'or, elle vient comme elle vient. T'as vu, là, il y a de l'air dans la cuisine, elle a virevolté. Faut qu'elle soit vivante, quoi. Le réalisateur précise « Je m'approche de tous mes sujets avec un certain degré d'ouverture d'esprit ou d'ignorance, ou les deux ».
Et ils sont avec nous, Fred Wiseman et Michel Troisgros. Mais ça s'est passé comme par enchantement. Par enchantement, il est venu déjeuner, à la fin du déjeuner, il vous a dit « je veux faire un film ». Il l'a dit à mon fils César. J'étais pas là. c'est ça. Hein? Tout simplement. Oui, non. C'est comme ça que ça se passe Je avec suis vous. allé l'été de 20 pour déjeuner là-bas. Michel n'était pas là. J'ai parlé avec son fils César et je lui ai demandé si je peux tourner. Il est parti, il est revenu dans 30 minutes en me disant pourquoi pas. Et voilà, et c'était parti. Entre-temps, il est allé sur Wikipédia. Oh, il a réalisé toute soi. Qui était le monument. Ouais, tu étais C'est ça. bonhomme, voilà. Et dites-moi, Michel Troisgros, le film ouvre Menu Plaisir, puisque nous parlons de ce film Menu Plaisir, ce documentaire qui vous est consacré, à vous et donc à ce restaurant. Le film ouvre sur justement votre fils qu'on voit au marché. Alors il est là en train de tâter les herbes aromatiques, les légumes, les fruits. Est-ce à dire que tout part de là, le produit ? Alors, c'est mes fils qui Oui, sont vos chez fils. César et Léo. Oui. Oui, enfin, c'est l'origine. C'est l'origine même de la cuisine. C'est l'ingrédient. Mais en même temps, toutes les idées ne partent pas de là. Mais elles y contribuent. C'est-à-dire c'est d'abord la relation avec le producteur qui fait qu'on est en connaissance de la chose, voilà, dans l'échange, voilà, on approfondit les choses. Et c'est le retour du marché, et c'est ce qu'on a ressenti, en fait, qui après provoque des choses. C'est ça. Fred Wiseman, vous dites depuis les années que vous faites des documentaires, moi, le corps humain est au centre de mes films. Et là aussi, il est au centre, le corps humain. Le corps des cuisiniers, le corps de Michel, de César, de son autre fils, le ballet des corps dans la cuisine, le toucher, le sentir, l'observation, au fond, tout tourne autour du corps. Oui, Et pas aussi, tant que la nourriture, bien sûr, mais le le corps des corps. vaches, le corps des poissons. Ouais. Le corps des Et cochons, les légumes. de tout le reste, des légumes. Et les corps entre eux. Et les corps entre eux, Ouais. qui Comment constituent ils un collectif étonnamment huilé, c'est très frappant. Exactement, c'est étonnamment huilé. Il Sans était au mauvais jeu cœur de de mots. l'action, hein, Fred. Hein, donc il a en effet vécu avec nous pendant 2 mois et vu en effet et capté en effet l'intensité du travail des hommes entre eux. Il n'y a pas de musique, comme d'habitude, il n'y a pas de commentaires, ce sont des films qui relatent une observation clinique, la vôtre. Oui, mais c'est monté comme c'est un roman, parce que j'essaie de donner tout le renseignement nécessaire que les gens peuvent comprendre qu'est-ce qui se passe, mais dans une façon indirecte. Un extrait de Menu Plaisir. Là, coupé en deux. Il ne reste pas du tout de lame de navet. Non, mais je peux en faire, mais je vais pas faire, on va manger. Après, il faut doser. Hein. Il faut recommencer. Recommencer, le rééquilibrer. C'est une assiette creuse. Michel Troisgros, c'est qu'on voit des clients de plus en plus exigeants dans votre restaurant parce qu'ils ont des allergies ou simplement par goût. Du coup, vous êtes obligé de modifier ce que vous leur proposez. Est-ce que ça vous agace parfois ou c'est une sorte de stimuli? Oui, des érudits, on va dire, bien sûr. Et puis, évidemment, les gens qui ont des contraintes, il y a les deux. Mais les érudits, faut les satisfaire. C'est une écriture. Hein, c'est l'écriture de mon fils César d'un côté, mon fils Léo de l'autre. Maintenant, La Colline du Colombier et Ouche, le 3 étoiles. Mais on ne peut pas plaire à tous, déjà. Hein, mais on essaye d'être à l'écoute, en effet, du plaisir de tous. Hein. Alors, non pas qu'on se transforme, qu'on change nos plats à l'écoute des clients, mais si quelqu'un, en effet, a une allergie, si quelqu'un a une préférence, on est à l'écoute. Voilà, on essaye de le satisfaire, lui donner du plaisir. Voilà, c'est tout le bonheur d'être restaurateur, c'est d'être à l'écoute et de vouloir le bien de celui qu'on reçoit sous son toit. Hein. Frédéric Wiseman et Michel Troisgros, on voit à un moment donné dans le film, on va utiliser un anglicisme, c'est un vilain mot, mais j'en connais pas d'autre, un food truck que vous avez créé, où on voit des gens acheter pour 34 € une portion de choses qui ont l'air absolument délicieuses. Comme ça, ils peuvent se nourrir avec l'estampille Troisgros, mais sans aller dans le restaurant. Alors, on va parler d'autres Français qui ne peuvent pas même se payer la nourriture d'un food truck avec vous, Anna, et qui vont de plus en plus souvent dans les kebabs et dans les fast-foods. Exactement. En ville comme à la campagne, vous n'êtes certainement pas passé à côté de ces enseignes
enseignes de tacos, de burgers ou de kebabs qui ne cessent de se multiplier. Et d'ailleurs, depuis le Covid-19, 55% du chiffre d'affaires de la restauration en France est réalisé par les fast-foods. On apprend d'ailleurs dans une étude qui est parue dans le Figaro il y a un mois que la ville d'Agde, dans l'Hérault, et celle de Valenciennes, dans le Nord, compte le plus de fast-food avec 145 restaurants pour 100 000 habitants. Et c'est votre région, Michel Troisgros, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui remporte la palme nationale de la fast-food avec 8 villes présentes dans le classement. Alors le profil de ces clients, eh bien, ce sont des jeunes, généralement de moins de 30 ans, étudiants, chômeurs ou ouvriers, avec des budgets très serrés. Est-ce que ça veut dire que c'est la preuve qu'il y a un vrai clivage entre ceux qui sont aisés, bien lotis et qui peuvent bien se nourrir et ceux plus pauvres et qui donc du coup sont obligés d'avoir recours à la fast-food? Alors, vous savez, d'abord, oui, on a fait l'expérience de ce petit camion. Ouais. C'était à 14,50 €, c'était pas à 39 €. Pas cher. Ah ouais, c'était pas cher du tout. C'était au moment du confinement, hein. D'accord. On pouvait, voilà, on allait de place en place. Dans notre, on voit l'image là, on allait satisfaire. On a trouvé nous un plaisir fou à le faire. Après, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, on a en effet, on essaye de s'adapter. On s'adapte aux jeunes. On a des formules le midi, le soir, en semaine, le week-end. Voilà, on est flexible là-dedans. Ensuite, il faut pas croire que tous les gens qui viennent chez nous sont fortunés et ont de l'argent. Il y a encore l'idée de la cagnotte, vous voyez, où on met 10 € par mois et au bout de tant de mois, on peut manger chez Troisgros pour 150 €, hein, avec le vin. Donc, et dans la même salle de restaurant, à la même table, etc. Donc, au bout d'un an et demi, voilà, cette cagnotte, elle se profite, elle se consomme chez Troisgros. Fred Wiseman, vous qui avez fait 70 repas midi et soir pendant le tournage de ce documentaire Menu Plaisir, qu'est-ce que vous diriez à des jeunes cinéphiles qui savent que votre œuvre est considérable, mais qui pourraient dire « Oh là là, ce film est impressionnant, il dure 3h59, c'est long, pourquoi ne fait-il pas des films plus courts ?» qui pourrait d'ailleurs faire venir un plus vaste public. Il y a toujours cette interrogation autour de la durée de vos documentaires, certains 6 heures. Oui, moi je crois que j'ai plutôt une obligation envers les personnes qui me donnent permission que j'ai une obligation envers les chaînes. Parce qu'il n'y a rien de magique de 80 minutes, de 90 minutes. Je choisis les sujets très compliqués. Et je veux que le film final soit une réflexion de cette complexité. Ouais. Vous dites d'ailleurs, moi, mon cinéma repose sur la métaphore de Las Vegas, le pari. Je fais le pari que le sujet donnera un bon film. Oui, c'est toujours, en l'occurrence, c'est un excellent film. Une dernière question pour vous, Michel Troisgros. Vers la fin du film, il y a un moment à la fois gai et poignant où vous parlez avec un vigneron et vous évoquez avec lui le moment où vous refluerez un peu et où vous laisserez vos fils, et notamment César, devenir le cuisinier qui prendra les rênes du restaurant Troisgros, 3 étoilés, encore une fois, je le répète. La transmission et puis le fait de disparaître un tout petit peu ou de passer dans l'ombre, ça vous travaille ? Ça s'apprend, c'est un apprentissage. Ça a l'air un peu douloureux. C'est l'apprentissage de Marie-Pierre, mon épouse et moi-même, parce que la maison est grande. Moi, c'est l'apprentissage, en effet, et tous les deux, d'un pas en arrière, en fait. On doit apprendre à prendre du temps pour soi, ce qu'on n'a pas eu, et puis à vivre indépendamment des autres qui nous ont nourris pendant toute notre vie professionnelle, les autres, la création, etc. Mais c'est au profit de la pérennité de la maison, de l'épanouissement de nos enfants. Donc, on le fait. C'est un apprentissage, encore une fois. C'est formidable parce que c'est un rebondissement sans arrêt. Ça ne se termine jamais. Merci Michel Troisgros. Merci Fred Wiseman. Le film Menu Plaisir, mais immense délectation. Au film autour de ce collectif qu'est le restaurant Troisgros, sort le 20 décembre prochain. Il est presque un peu court. Encore un tout petit peu plus, s'il vous plaît, Monsieur Wiseman. Merci encore. Merci. Et vivement votre 47e documentaire. On passe à notre débat sur les conséquences d'un 5e mandat de Vladimir Poutine s'il gagnait la présidentielle. En mars prochain, la Russie tient le coup économiquement, ne perd pas la guerre en Ukraine et coalise les pays du Sud contre l'Occident. Poutine est-il plus puissant que jamais? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Une mise en scène millimétrée. Au Kremlin vendredi dernier, devant les caméras, lors d'une cérémonie de remise de médailles, ce gradé interpelle Vladimir Poutine. Nous souhaitons vous demander de vous présenter à la prochaine présidentielle. La Russie a besoin de vous. Merci beaucoup.
À certains moments, je ne vous cache pas que j'ai hésité. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix possible. Je me présenterai. À 71 ans, au pouvoir depuis 1999, Vladimir Poutine est donc candidat à un 5e mandat, une formalité. Opposant en prison ou mort et enterré, l'élection de mars prochain semble acquise d'avance. Ce n'est probablement pas la pire option. S'il reste, ce sera beaucoup mieux pour le pays. Sanctionné, condamné par les Occidentaux depuis l'invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine ne lâche rien. Donné plusieurs fois perdant sur le front ukrainien, le Kremlin revendique des avancées dans la région de Zaporijjia, à un moment où Européens et Américains commencent à s'impatienter et à douter. Moi, je pense qu'il a gagné, tout à fait. Vous pouvez envoyer à l'Ukraine autant d'armes que vous voulez, autant de munitions. L'armée ukrainienne manque d'effectifs. On n'est pas loin de la fin de la guerre. Vladimir Poutine s'est déjà offert une sorte de tournée triomphale avant l'heure. Ces dernières semaines, le président russe est sorti de son isolement diplomatique, enchaînant les visites en Turquie, en Chine et dans les pétromonarchies, comme ici à Dubaï la semaine dernière. Alors Vladimir Poutine ressort-il renforcé de ses visites officielles sans fausses notes? Va-t-il finir par remporter la guerre d'usure menée en Ukraine? Avec quelles conséquences sur ses relations avec l'Europe et les États-Unis, ses meilleurs ennemis? 3 invités pour ce débat. Elsa Vidal, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef du service en langue russe de RFI. Toujours. Radio France Internationale, bah oui, j'espère bien. Et selon vous, il n'y a aucun doute sur l'issue de la présidentielle russe. Vladimir Poutine va gagner, car il n'y a personne face à lui. S'il n'est pas en train de gagner la guerre en Ukraine, il ne la perd pas non plus, ajoutez-vous. C'est nous, Occidentaux, qui sommes sortis du moment d'espérance. À côté de vous, Claude Blanche-Maison, bonsoir monsieur. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie. Vous y étiez de 2000 à 2003. Vous êtes enseignant à Sciences Po. Votre essai « Vivre avec Poutine » est paru chez Temporis. Et vous estimez que si Vladimir Poutine foule tous les tapis rouges en ce moment, il n'est pas le leader des anti-occidentaux. Le vrai leader, c'est la Chine. Et Vladimir Poutine, selon vous, fait illusion. Et enfin, le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Votre livre, Ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux, vient de paraître chez Robert Laffont. Et selon vous, Poutine a échoué dans son objectif initial de prendre Kiev, mais aujourd'hui, il consolide des territoires gagnés et défend les peuples russophones en Ukraine. C'est ce que vous appelez sa victoire par défaut. Et on va démarrer le débat avec un chiffre du jour, une date. Exactement, 2036, il faut se projeter. Poutine est donc candidat à ses réélections l'année prochaine pour une 5e fois, pour un 5e mandat. Il pourrait à nouveau candidater en 2030 et donc potentiellement rester président de la Fédération de Russie jusqu'en 2036, une longévité rendue possible depuis la révision de la Constitution en 2020, taillée sur mesure pour lui. Elsa Vidal, justement, qui y aura face à lui en mars prochain? Personne ou des candidats fantoches? Généralement, ça se passe par la création d'un candidat fantoche qu'on appelle le projet du Kremlin. Donc parfois, par exemple, le cas de la blogueuse Ksenia Sobchak a pu à un moment soulever ce genre de questions. Un candidat qui peut donner l'illusion qu'il existe une forme d'opposition crédible, mais tolérée, voilà, de démocratie modérée tout de même, dans le pays. Donc oui, c'est très probablement ce à quoi il faut s'attendre dans une grande répétition qui n'étonnera personne. Là où probablement le diable va se loger, ça va être dans l'interprétation un peu plus fine, à la fois des participations par région, mais aussi des contraintes qui vont être exercées par le pouvoir sur les entreprises publiques, les services administratifs pour forcer les gens à aller voter, parfois à aller voter plusieurs fois. Et ce qui va nous manquer, en revanche, c'est la présence des observateurs d'une ONG très active dans ce domaine qui s'appelait Goals, et dont la voix, et qui observait tous les scrutins, pouvait rendre compte des violations en temps réel et dont le directeur est très opportunément privé de sa liberté. Privé de sa liberté. Claude Blanche-Maison, alors, mais en même temps, on se demande, est-ce que ça va être complètement verrouillé, voire bidouillé, ou quand même on pourra interpréter ces résultats s'il fait par exemple 70% Poutine ou 65% au lieu de 80%, ce qu'on lui prédit éventuellement. Là, il y aura une marge d'interprétation. On se dira que l'opposition est encore là, où les Russes manifestent une certaine défiance. Malheureusement, je crois que le pourcentage que Poutine aura est déjà fixé par le Kremlin. Mais ce qui n'est peut-être pas fixé, c'est la participation.
parce que ça, c'est plus difficile de tricher sur la participation. Et moi, je crois que, par exemple, une partie de l'électorat féminin pourrait s'abstenir, parce que Poutine, très imprudemment, il y a 2 semaines, s'est lancé dans un discours idéologique disant les femmes sont faites pour faire des enfants. D'ailleurs, si on en faisait 8 chacune, ça serait très bien. Et moi, je vais supprimer l'IVG. Alors ça, en Russie, avec la tradition soviétique, c'est pas très bien vu des femmes, qui avaient quand même gagné quelques droits et quelques libertés. Alors, bien sûr... la réaction sera probablement plus vive dans les villes que dans les campagnes, mais moi je pense qu'il risque d'avoir... Alors l'opposition peut s'exercer par la non-participation au vote ou par une participation avec des bulletins nuls, parce que bien sûr il y a une pression des entreprises, une pression de l'entourage pour que les gens aillent voter. On peut toujours cocher le bulletin pour qu'il soit nul. Et là, ça va être intéressant à analyser, surtout entre les villes et les campagnes. Alors je vous propose qu'on garde, pour alimenter le débat, une archive qui remonte au 31 décembre 1999. Vladimir Poutine élu pour la première fois président de la Fédération de Russie. Son héritier, c'est par ce mot que Boris Yeltsin présente l'été dernier son nouveau Premier ministre. À 47 ans, cette ceinture noire, ancien officier de renseignement en Allemagne, est alors parfaitement inconnue. Marié, père de 2 enfants, obscur administrateur de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine devient patron du FSB, l'ex-KGB. Comment est-il arrivé là? Tout le monde l'ignore. Ce faucon de la guerre en Tchétchénie a su s'imposer en 5 mois. Homme à poigne, parfois même grossier, il promet après les attentats de Moscou, je cite, de buter les terroristes jusque dans les chiottes. Le 19 décembre dernier, jour des législatives, un sondage donnait Vladimir Poutine victorieux au premier tour des présidentielles. Général Trinquant, on le pensait affaibli après le coup d'État, tentative de coup d'État de Prigojine. En fait, il est plus vaillant que jamais, ce Poutine. Il est plus vaillant que jamais. Et je pense qu'au-delà des résultats trafiqués très certainement à l'avance, il veut une vraie victoire. Et cette vraie victoire, pour lui, elle a deux critères. Il faut que sur le terrain, il se soit passé quelque chose, parce que je rappelle qu'il n'a pas conquis du tout les terrains qu'il a annexés. Donc, il veut quand même aller un peu plus loin. Donc, avoir une victoire militaire en plus, un peu comme Bakhmout au printemps dernier. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il ne se passe pas, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de grain de sable dans la machine. Et ça, c'est important. Donc, le pire n'est jamais certain, mais bon, s'il y a un grain de sable dans la machine, j'en sais rien, moi, un attentat, un endroit, quelque chose comme ça, ça peut mettre un grain de sable et ça peut être gênant, non pas parce qu'il sera élu de toute façon, mais pour l'aura qu'il aura gagné avec cette élection. Il faut rappeler, Zavidal, que dans les oblasts qui ont été annexés, on va voter aussi, peut-être de manière électronique, en Ukraine. En Ukraine, oui, dans les territoires occupés par la Russie et dont l'État russe a déclaré l'intégration. On va voter avec, là, bien sûr, encore moins à la fois de clarté, de transparence et de doute sur l'issue du vote, puisque ça doit être nécessairement un plébiscite. La question des attentats va s'y poser encore plus fortement. Mais c'est certain que l'enjeu va être la capacité à la fois de la société civile russe qui est contre la guerre et en même temps des Ukrainiens, avec le réseau dont ils disposent tant en Russie qu'à l'extérieur, de perturber ce scrutin pour montrer qu'il est tout sauf normal. Mais il y a des Russes qui sont contre la guerre tout de même. Comment vont-ils faire Ils ne vont pas aller, ils seront dans l'abstention ou alors justement ils vont essayer de se manifester d'une manière ou d'une autre, justement leur désapprobation? La difficulté en fait pour vous répondre, c'est de dire les Russes. En fait, il y a une multitude de Russes comme il y a une multitude de Français. Et selon que vous habitez Magadan, dans l'extrême Orient, ou Makhachkala, au Daghestan, tout à côté de la Tchétchénie, votre capacité, votre latitude de protestation est très, très différente. Mais on peut parler pour les protestants. Ceux qui protestent, les manifestants, c'est d'abord dans les villes de plus d'1 million d'habitants. Après, il y a des modes de protestation beaucoup plus subtils, pas nécessairement par le fait de se dérober au vote ou de ne pas voter. Ça peut être des modes qui sont plus subversifs. Il y a beaucoup d'évolutions de ces manifestants. Il y a aussi de plus en plus qu'on a vu des pratiques un peu de résistance non violente. Ce que vous avez sans doute vu passer, les étiquettes de prix changées dans les supermarchés pour parler des victimes de Mariupol, ou le fait de communiquer par l'amour universel, voilà. Oui, Général Trinquant, donc il y a cette guerre qui se poursuit. On a vu cette une de The Economist début décembre disant que Poutine était en train de gagner, tout simplement. Voilà.
Qu'est-ce que vous en dites? Non, mais alors moi, je ne suis pas du tout sur cette tendance défaitiste. Poutine n'est pas en train de gagner. Ça ne veut pas dire que l'Ukraine gagne. Si vous voulez, qu'est-ce que c'est gagner? Je rappelle que le but de guerre, les buts de guerre, c'était quoi? Voilà, le but de guerre, vous avez raison, de Poutine, c'était d'annexer l'Ukraine. Oui. Bon, il n'a pas réussi, donc c'est un échec. En revanche, les Ukrainiens, leur but, c'est de retrouver les frontières internationalement reconnues. C'est un échec également, ils n'y arrivent pas. Donc, entre les deux, ce que je dis aujourd'hui, c'est que Poutine essaye de faire correspondre la réalité sur le terrain à ce qu'il a proclamé, c'est-à-dire l'annexion des 4 oblasts, même s'il n'arrivera pas à reprendre de l'autre côté du Dniepr, à mon avis. Hein. Mais on est sûr qu'il n'a plus cet objectif de guerre totale qui est d'avoir un gouvernement à sa botte en Ukraine. Pardonnez-moi, qu'il ait toujours cette volonté, qu'il puisse fomenter un coup, qu'il puisse déstabiliser le gouvernement, ça, c'est sûrement quelque chose qu'il tentera. Et on le voit bien aujourd'hui, dans les discussions internes en Ukraine, il y a sûrement une action russe pour essayer de déstabiliser le gouvernement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura beaucoup de mal aujourd'hui, même s'il déstabilise le gouvernement actuel, à mettre quelqu'un de franchement pro-russe à Kiev. Ça me paraît assez problématique. Claude Blanche-Maison, et sur la lassitude des Occidentaux à bientôt 2 ans de guerre et de soutien militaire et financier, c'est un pari de Vladimir Poutine que les Occidentaux se lassent. A-t-il gagné son pari ou pas? C'est son pari et il y a longtemps qu'il s'est installé dans une guerre longue. Il a préparé l'économie russe qu'il a transformée en économie de guerre. Et il est prêt à tenir une guerre pendant très longtemps. Et c'est ce qui va se produire nécessairement. Parce que les défaitistes, moi je partage l'analyse qu'a fait le général Trinquant tout à l'heure, mais les défaitistes qui disent il faut négocier, il faut arrêter la guerre, il faut arrêter les morts, il faut négocier. Négocier quoi? Il n'y a rien à négocier. Poutine ne veut pas négocier. Parce que Poutine dit naturellement ce que j'ai conquis et annexé, c'est à moi. Pour le reste, on peut en discuter, mais on peut en discuter uniquement dans une direction, c'est-à-dire la neutralisation du reste de l'Ukraine, ce qui est parfaitement inacceptable, et pour les Ukrainiens, et pour les Occidentaux. Donc il n'y a pas de négociation possible. Il pourrait y avoir, en cas de fatigue extrême des Ukrainiens, un cessez-le-feu provisoire, une pause, une trêve, mais certainement pas un traité de paix. Le traité de paix, il n'y en aura pas. Donc c'est la guerre assurée pour des années au cœur de l'Europe. C'est ça le meilleur argument aujourd'hui de Zelensky à Washington. Elsa Vidal, est-ce que les Occidentaux croient encore à une victoire de l'Ukraine, ou ce sont des mots, j'allais dire, pour la vitrine, quand on voit la présidente de la Commission européenne dire oui, il faut toujours soutenir et on croit à la victoire? Les Occidentaux, on est sorti de l'espérance. Oui. On est sorti d'une forme d'enthousiasme et de croyance en une victoire qui était au tournant de la guerre et notamment au tournant de l'été. Mais on est très prompt à se désespérer, mais cette perte d'espérance, elle est surtout très utilisée, très revendiquée et instrumentalisée dans le débat public, notamment dans les réseaux sociaux. Et dans un deuxième point... En Russie, et aussi dans les espaces médiatiques occidentaux, à gros moyens de trolls et de robots. Mais en plus de cela, il faut bien se rendre compte que le discours sur le défaitisme, la nécessité d'aller négocier, c'est quelque chose qui est porté plutôt par des élites, des dirigeants, des diplomates. Ça reflète une fracture parmi les Occidentaux. Nous sommes un vaste bloc. Les Occidentaux, on est au moins 28. Donc c'est vraiment beaucoup de monde avec des vues très différentes sur ce qu'il convient de faire de la Russie. Et cette division, elle n'est pas nécessairement reflétée dans les opinions publiques. Là, aujourd'hui, un think tank européen vient de publier un sondage sur l'avis de la population de 6 pays européens sur l'élargissement prochain de l'UE, s'il est opportun, pas opportun, et à l'Ukraine. Et à l'Ukraine et à d'autres. Mais ce qui concerne l'Ukraine, il y a 37% en moyenne des citoyens de ces 6 pays sont favorables à l'entrée de l'Ukraine dans l'UE. En France, on est en dessous de cette moyenne, et c'est pas un hasard parce qu'on a vraiment une tradition pro-russe dans notre politique étrangère. Donc on est plutôt à 29% favorables, 35% contre et 36% qui ne savent pas. Donc on n'est pas du tout dans une fatigue des populations. Par contre, on est dans un atermoiement des dirigeants. Général Trinquant. Oui, juste 2 points. Je pense qu'on avait placé l'espérance trop haute, effectivement. D'abord parce que l'Ukraine a résisté, premier point. Deuxièmement, elle a contre-attaqué, rejeté les forces russes de l'autre côté du Dniepr, à Kharkiv. Et donc on s'est dit, ça y est, ça va marcher. Et puis sur le plan militaire, à mon avis, il y a eu l'erreur d'attendre et de laisser les Russes s'installer en défensive. Et donc maintenant, il faut réviser ce truc-là. Du côté européen,
c'est très intéressant de voir. On parle beaucoup des élections russes en mars. En mars, mais américaines. Parlons des élections européennes en juin. Attendez, on va y venir, mais d'abord, on va évoquer la situation économique, parce qu'on pensait aussi que les sanctions allaient exténuer l'économie russe. Or, vraisemblablement, on s'est planté. Ou pas. On va voir ce que vous en dites. En tout cas, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, elle estime que le PIB de la Russie va augmenter de 1,5% en 2023. C'est quand même bien plus que les 0,8% de la zone euro, alors même que l'Union européenne a réduit ses importations de gaz russe et qu'en plus, elle ait imposé des sanctions à la Russie. Alors, plusieurs explications. Déjà, à l'international, la Russie, elle peut compter sur les revenus du pétrole pour remplir ses caisses. Rien qu'au mois de septembre, les exportations de pétrole ont rapporté près de 19 milliards de dollars. C'est le plus haut niveau depuis juillet 2022. Alors, non seulement elle a trouvé de nouveaux clients à l'Est, en 2023, elle est devenue le principal fournisseur de pétrole de la Chine, mais elle a aussi réussi à vendre son pétrole plus cher à l'Inde. Au mois d'août, le prix moyen du baril en Inde s'échangeait autour de 86 dollars. Et comble de la situation, une fois raffiné, l'Inde revendrait ensuite ce pétrole russe aux Européens avec une plus-value. Et par ailleurs, la Russie a aussi été obligée de réorganiser son économie intérieure suite au départ de plusieurs multinationales occidentales. Départ qui a été qualifié, je cite, de stimulant par Vladimir Poutine et qui a eu pour effet de relancer non seulement la production et l'entrepreneuriat. La Russie, aujourd'hui, fabrique désormais toutes sortes de biens, des articles électroniques, des vêtements, des meubles, pour son propre marché, qui participent à la croissance du pays. Elsa Vidal, ces bons résultats économiques, on peut penser qu'ils vont permettre d'investir massivement dans la défense. Est-ce que ça veut dire que, du coup, la Russie aura les moyens de gagner la guerre ? Alors, militairement, la Russie est clairement en train de se positionner, ça fait déjà plus de 6 mois qu'elle se positionne, pour produire de manière à soutenir son effort militaire. Ça, il n'y a aucun doute. Et effectivement, on a vu une espèce de bond en avant des indicateurs de production de l'économie, qui inquiète d'ailleurs de nombreux économistes russes qui disent « Attention, on entre dans une zone rouge, on est en surchauffe par rapport à cet effort de guerre ». La réalité, c'est que là encore, on est allé trop vite dans notre enthousiasme et notre capacité à mettre la Russie à genoux économiquement, et trop vite ensuite à se dire « Oh mon Dieu, ils vont nous résister ». La réalité, c'est que le curseur, il est plutôt au milieu. Ça touche la population russe. Il y a une inflation qui est à peu près 7%, je pense, pour le mois de novembre dernier. Il y a une difficulté dans certaines régions, elle est beaucoup plus élevée, dans d'autres elle est plus basse. Tout le monde n'est pas touché de la même manière. Et les populations qui sont le plus touchées ne sont pas celles dont les voix comptent le plus pour le régime. La question, c'est à quel point les élites vont être en quelque sorte impactées dans leur capacité, dans leur économie, mais aussi dans leur capacité à envoyer leurs enfants étudier à l'étranger, à récupérer leurs avoirs très opportunément cachés à l'étranger, à obtenir aussi satisfaction, parce que là, les élites, elles ont accès à des industries où elles gèrent des entreprises qui doivent aussi fournir pour l'effort de guerre. Et on est très opportunément, encore une fois, caché derrière des statistiques qui ne sont pas transparentes. Pas d'effondrement économique, Claude Blanche-Maison. Et en plus, ce n'est plus un paria dans le monde. Poutine, là, il a été reçu par le prince saoudien, le prince héritier. Il est allé à la COP28. Enfin, on ne pensait pas ça il y a encore quelques mois tout de même. Parce qu'il y a des pays qui sont opportunistes et qui considèrent non pas qu'il faut s'allier avec la Russie, mais qu'il faut prendre dans chaque pays ce qu'il peut y avoir de bon pour faire une coopération bilatérale. C'est le cas de l'Inde. C'est le cas de l'Inde où on a des associations, des coopérations à géométrie variable. Et c'est le cas de la plupart des pays du Sud. Dans le Sud, il y a d'ailleurs des trous. Le Sud global n'existe pas, puisqu'on vient de voir qu'un des pays du G20, et qui fait partie, qui va faire partie des BRICS, l'Argentine, est passé de l'autre côté. C'est vrai, parce que Zelensky est allé rendre elle soutient l'Ukraine. Donc, il faut regarder de très près, et je pense qu'en effet, Poutine va là où il ne sera pas arrêté, ce qui limite quand même les champs du possible. Il va dans les pays qui n'ont pas reconnu... Mais qui ne le coupent pas du reste du monde, en fait. Mais effectivement, et qui acceptent de faire des coopérations dans des domaines et sur des segments limités. Général Trinquant, en même temps, il y a l'élection américaine, vous en parlez tout à l'heure en 2024, qui va être majeure. On sait qu'il y a une opposition entre les deux hommes, mais tout de même, est-ce que ce ne serait pas aussi facilitateur pour Vladimir Poutine si Trump est élu, puisqu'on sait qu'il ne veut pas voter la suite de l'aide américaine à l'Ukraine. On sait en tout cas que c'est la carte que Poutine veut jouer. Juste 2 éléments dans les comparaisons. Ne comparons pas l'économie russe à l'économie européenne. L'économie russe, ça se compare à l'Espagne.
l'économie européenne, c'est la deuxième ou troisième économie au monde. Donc il y a des éléments de comparaison qu'il ne faut pas prendre, parce que sinon, on se mélange un petit peu. Moyenne des pays. Et ensuite, concernant l'arrivée éventuelle de Donald Trump en novembre. Malheureusement, les sondages actuellement le donneraient plutôt comme ça. Ça va avoir deux effets. Peut-être que Poutine va s'en trouver bien, mais moi, je me souviens de l'époque de l'administration Trump et de la réaction que ça a provoqué en Europe. Donc, si vous faites le cocktail de la guerre en Ukraine et du retrait par Trump d'une partie des Américains, c'est un booster pour les Européens évident. Les Européens sont, et je reviens, pardonnez-moi, aux élections européennes de juin 2024. Parce qu'il reste quand même le problème numéro 1 de l'Europe. Vladimir Poutine, il y a une crainte énorme. Si jamais la guerre est arrêtée d'une manière ou d'une autre, on entend les Européens dire, mais voilà, quel sera le pays suivant ? Mais non seulement, c'est le problème de sécurité immédiat et durable de l'Europe. Et effectivement, si Donald Trump était élu, on devrait se saisir de cette question beaucoup plus rapidement. Moi, je suis plutôt de ceux qui disent que le moment est choisi maintenant pour décider comment nous souhaitons nous engager. D'ailleurs, c'est ce qui va être discuté, je pense, au sommet des 14 et 15. Là. Comment nous souhaitons nous engager économiquement, militairement auprès de l'Ukraine. Si effectivement, et là aussi, c'est une rengaine, j'ai envie de dire, une petite musique vraiment lancinante dans la politique étrangère française, si effectivement la question pour nous, c'est l'affirmation de notre puissance sur le continent européen et le fait de contenir la superpuissance américaine, alors le moment est bien choisi pour faire la preuve que nous sommes des alliés et que nous gérons les problèmes de l'Europe, y compris ceux de l'Ukraine. Et j'aimerais juste rappeler que ce n'est pas la deuxième guerre que l'on voit en Ukraine, ni même seulement la continuation d'une guerre. Il y a déjà eu, c'est la 5e guerre depuis 92. À chaque fois, on a choisi de négocier avec la Russie en l'échange de concessions territoriales que nous n'avons jamais payées. Si cette guerre se termine de la même manière, il y a de fortes chances qu'elle amène la même répétition. Claude Blanche-Maison, une dernière question sur l'Union européenne. Tout de même, on se dit que voilà, elle était en force face à Poutine aujourd'hui et on sent quand même une fragilité face à un homme plus puissant qu'on ne l'imaginait. Oui, elle a quand même une arme qu'elle va probablement utiliser à la fin de cette semaine au Conseil européen, c'est l'ouverture des négociations pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ils iront jusqu'au bout. L'ouverture des négociations, ça n'est pas l'adhésion. Oui. Ça peut durer très très longtemps, les négociations. Mais c'est un signal. Après les négociations, il y a une période de transition. Vous pensez pas un Mais flottement. politiquement, ça sera une gifle formidable donnée à Poutine. Les Russes font tout pour utiliser Orban pour bloquer, et pour utiliser les partis d'extrême droite des différents pays pour bloquer. Orban a eu l'habitude de céder et de finir par s'abstenir, parce que la Commission et l'Union européenne ont suffisamment d'arguments sonnants et trébuchants pour compenser ces mauvaises humeurs. Très bien. Bon, on suivra donc attentivement ce qui va se passer au Conseil européen. Merci à tous les trois d'être venus débattre autour de notre question du jour concernant Vladimir Poutine, plus puissant que jamais ou pas. On reste dans l'actualité avec Marie Bonisso, Xavier Mauduit, la nouvelle liste rouge des espèces menacées dans le monde. Plus de 157 000 à ce jour a été dévoilée à la COP28. Et alors des agités du bocal frénétique détiennent un record du monde aberrant, le record du monde des lumières dans une propriété privée, c'est aux États-Unis évidemment. Mais d'abord, les mots vedettes de l'actu ce soir, périphérique. Selon Clément Beaune, il appartient aux Français. Selon Anne Hidalgo, il est aux Parisiens. Thibault Nolte tranche peut-être, c'est entendu. L'année des 50 ans du périphérique. Vous roulez à combien sur le périphérique ? Habitué du périphérique, il va falloir lever le pied. Qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Périphérique, dérivé du grec périphéréia, circonférence, désigne par ellipse un boulevard périphérique, soit un lacet de macadam entourant certaines grandes villes. Paris a annoncé fin novembre sa volonté de changer, pour des raisons écolo, quelques règles de circulation sur son périph', route la plus empruntée d'Europe avec 1 200 000 véhicules par jour. Les 35 km de périphérique parisien sont avalés à 80% par des non-parisiens, à 80% par des pros, à 80% par des conducteurs seuls. 500 000 habitants vivent le long de cet anneau d'asphalte, pourvoyeur de 37% des émissions locales de NOx, un gaz nocif qui altère les fonctions respiratoires et qui cause la mort de plusieurs milliers de personnes chaque année. La mairie, qui veut capitaliser sur les JO, entend conserver la voie réservée au covoiturage sur le périph' pour le transport des athlètes, puis en profiter pour y abaisser la vitesse à 50 km/h. Déjà passé de 90 à 80 en 1993, puis à 70 km/h en 2014. Jeudi, le ministre des Transports, également candidat putatif à la mairie de Paris, a dit vouloir s'y opposer.
Sur le périph' parisien, la vitesse est de 70 km/h maxi, mais de 38 km/h en moyenne. 30 à 45 km/h aux heures de pointe, 60 km/h la nuit. Les réfractaires aux 50 km/h maxi estiment que la baisse des émissions de NOx ne joue que pour les vitesses importantes, comme sur l'autoroute, et que le gain sonore espéré d'un demi-décibel est imperceptible pour l'oreille humaine. Imaginé sous Vichy en 43, démarré en 56, achevé en 73, sur le tracé des anciennes fortifications bâties à la Restauration, ce nœud coulant autour du kiki parisien est aussi un marqueur de ségrégation sociale et économique que d'aucuns veulent détruire, d'autres muer en boulevard urbain. Le Seigneur de l'Anneau, une saga de périphérique fantasy. Pas sûr qu'il ait tranché. Enfin bref. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir Xavier. Bonsoir, Xavier. Alors, c'était hier à la COP28, l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, a présenté la nouvelle liste rouge qui nous désespère tous, des espèces menacées. Plus de 150 000, dont 44 000 menacées d'extinction, voire imminente. Et vous allez nous parler d'un animal qui n'est plus. Et il est célèbre et il s'appelle le dodo. Oui, le symbole de ces animaux disparus en septembre 1598. 5 navires hollandais en route pour les Indes s'arrêtent sur une île inhabitée de l'océan Indien. Cette île est déjà connue, les Portugais par exemple sont passés par là. Les Hollandais décident d'en prendre possession parce qu'ils se disent c'est drôlement chouette d'avoir un petit point de ravitaillement sur la longue route qui conduit aux Indes. Ils l'appellent Maurice, en hommage à Maurice de Nassau qui est alors à la tête de la Hollande. Et sur cette île Maurice, ils découvrent une merveille, un animal très étonnant. Un oiseau, le dodo. Et alors pourquoi est-ce qu'après avoir donné Maurice comme nom, il donne dodo à cet oiseau bizarre? Il y a plein de débats autour du nom. Alors certains disent que c'est un mot portugais qui signifie stupide, d'autres que c'est un mot hollandais qui signifie dodu. Remarquez, dans les deux cas, ça correspond bien à cet étrange animal, un oiseau qui ne vole pas, qui est un peu lourdeau, qui est un peu pâteau. Selon le Muséum d'histoire naturelle à Paris, cet animal vient de la famille des pigeons, c'est-à-dire qu'un de ses lointains ancêtres serait arrivé par les airs sur une île où, puisqu'il n'y a pas de prédateurs, à quoi ça sert de se casser la tête de voler? Eh bien, voilà, l'arrivée des Européens lui est fatale. Alors, longtemps, bien sûr, on a dit la chasse intensive, ça joue sans doute, bien sûr. Non, ce sont surtout les petits compagnons qui arrivent avec les Européens, les chiens, les rats, qui ne s'attaquent pas directement au dodo. Vous avez vu ce bec de Folidan, il s'attaque aux œufs. Et bien très vite, il faut attendre un siècle pour que l'animal disparaisse. À la toute fin du XVIIe siècle, disparaît le dernier dodo. Oui, mais 100 ans sont suffisants pour assurer sa célébrité. Parce qu'il y a eu une fascination immédiate. Mais oui, on peut vraiment le dire. Dans les années 1620, vous avez un peintre hollandais, Roland Savery, qui fait un portrait de dodo à partir d'un spécimen sans doute arrivé vivant jusqu'à Amsterdam. Et ces représentations-là servent de matrice à tous les portraits de dodo, parce que vraiment, il faut le dire, ça fascine. D'ailleurs, au fil du temps, certains en sont même venus à dire que c'est pas possible, ça n'a jamais existé un animal pareil. Mais si, ça a existé. Le dodo connaît un regain d'intérêt au 19e siècle, quand paraît dans le bestiaire des aventures d'Alice au Pays des Merveilles, cet animal, 1865, l'apparition d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Aujourd'hui, et oui, avec tous ces animaux qui disparaissent, eh bien, ce bestiaire de l'extinction ne cesse de grandir. Sûr que nous allons laisser à ceux, à celles qui nous suivent, quelque chose qui sera bien loin d'un monde des merveilles. Merci pour cette dodologie, Xavier. Alors, la féerie de Noël est sans limite. On va chez Mrs. and Mrs. Gay, aux États-Unis, qui ont collé des ampoules partout. C'est le record, ils sont dans le Guinness des records. C'était le but, j'imagine. Oui, ils en rêvent. 720 420 ampoules dans ce très grand jardin de Timothy and Grace. Cette année, le New York Times a fait un reportage fasciné, il les a comptés. Le couple met 3 mois à tout installer avec ses enfants, que je plains secrètement, et ça crée chaque année un embouteillage de 60 000 visiteurs qui viennent en voiture passer voir ce qui se passe. C'est énorme, parce qu'on est vraiment dans un petit coin paumé de campagne dans l'État de New York. Il y a 13 fois plus de visiteurs que le nombre d'habitants du village. Alors, j'ai lu l'article là, par un voisin, un prof évidemment que pas content, qui dit que c'est moche, que ça ressemble à Legoland, qui s'est présenté à la mairie juste pour interdire ce Noël. Il n'a pas été élu. À part ça, la reporter du New York Times croise des riverains assez satisfaits de ce qui se passe. Ça ramène de l'argent aux pompiers volontaires du coin parce que évidemment, il y a une collecte solidaire. Il y aurait une vingtaine de couples au fil des ans qui se seraient mariés, fiancés au moins au milieu des guirlandes. C'est vrai que c'est beau. Et puis, c'est joli, ça illumine notre spa, disent les voisins d'à côté, qui précisent tout de même que pendant des années, ils n'ont pas pu faire tourner de lessive le soir
parce qu'il y avait l'électricité qui sautait dans tout le quartier. Ben si, justement, en parlant d'électricité, vous me voyez venir, ça m'a donné envie de regarder ce que toute cette féerie de Noël... Empreinte carbone, quoi. ...à la planète, exactement. Et alors, à mon grand étonnement, j'ai trouvé un article très renseigné, parce que c'est l'excellent service des décodeurs du journal Le Monde, qui a été voir en détail des rapports de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Nous sommes en France et on apprend que les décorations de Noël, donc les guirlandes, les sapins, les papiers cadeaux, et ben en fait, ça représente que 2% des émissions de CO2 parmi toutes les émissions causées par ces fêtes de fin d'année. En fait, le pire, si on regarde bien, ce sont les cadeaux. 57% des émissions de dioxyde de carbone, parce qu'on fait en moyenne par enfant 10 cadeaux. C'est beaucoup trop, vous les gâtez, je l'ai toujours dit. En fait, ceux qui pâtissent le plus de ces guirlandes électriques, ce sont les bestioles, ce sont les animaux, notamment les oiseaux marins, pour qui les lumières dans la nuit, c'est un des plus grands dangers de leur existence. Il y a un article publié récemment dans le média de vulgarisation qui s'appelle The Conversation, où vous pouvez lire, et c'est traduit, le bilan de 3 biologistes australiens, parce qu'ils sont très préoccupés par ces histoires, qui vous donnent des conseils pratiques pour déranger le moins possible les opossums ou les chauves-souris qui vont passer dans votre jardin la nuit, sans vous le dire, comme éviter de mettre des guirlandes vraiment dans les arbres. Laissez-leur des petits coins sombres pour qu'ils aillent se réfugier. Et à la place, carrément, mettez un gros nœud de Noël. Voilà, ça, je pense que ça mérite d'être dans le Guinness. Bien sûr. Merci à tous. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss. Bis morgen.